Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur ce plateau, le plateau d'Accès Direct, l'émission préparée par la rédaction de 8 Mont-Blanc. Nous sommes ensemble pour 30 minutes. N'oubliez pas, vous avez la possibilité de réagir ou de nous poser directement vos questions. Rendez-vous sur nos réseaux sociaux, Facebook et Twitter, avec le hashtag Accès Direct. Au programme ce soir, nous parlerons de technologies innovantes propres avec Denis Auro, directeur général de la Clean Tech Week. Focus ensuite sur les 13e rencontres climat météo montagne de la Plagne. Et en fin d'émission, Marie Sarda-Larsson viendra nous présenter son sac à cuisiner. Avant tout cela, Pauline, bonsoir. Bonsoir Cél. Avec les titres du JT, donc au programme, le stationnement, on a déjà parlé, qui évolue partout en France, et notamment du côté d'Albertville. Oui, et ça évolue dans le bon sens pour les habitants d'Albertville en tout cas, puisque le stationnement est désormais gratuit. Il faut mettre ce fameux petit disque bleu, donc limité à 1 heure en hypercentre et à 2 heures pour le reste du centre-ville. Donc voilà, c'est la municipalité, c'est une volonté de la municipalité de faire revenir les habitants dans le centre-ville d'Albertville. En tout cas, les commerçants sont contents et on fera le point dans le JT. Et puis on l'a évoqué hier, Fanette avait rencontré Louis Besson, le président de la commission intergouvernementale franco-italien sur le Lyon-Turin. On a un petit reportage ce soir. Oui, on refera le point après l'annulation de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Forcément, on reparle du Lyon-Turin. Faut-il le faire? Ne faut-il pas le faire? C'est un vaste débat dont on n'aura peut-être jamais la réponse. Enfin si, puisque si jamais ça vient au jour. Mais en tout cas, voilà, Fenêtre de Bisson a rencontré Louis Besson. On fera un gros point dans le JT avec sa rencontre. On passe à la revue de presse et on parle de Carrefour, un grand groupe de la grande distribution, né à Annecy. Et oui, je l'ai appris hier en lisant l'article. Moi, je ne savais pas, né à Annecy en 1959. Alors, Carrefour qui a annoncé une refonte de son modèle et des milliers de suppressions de postes. C'était le premier supermarché de France qui a été suivi par des milliers d'autres à travers le monde. Ce sont les familles Fournier-Badin et De Forêt qui exploitaient à l'époque un supermarché pratiquant des prix discount. Et ils ont créé donc la société Carrefour en 1959. Les fondateurs expérimentent d'abord le libre-service à la française, disent-ils, sur une surface de 200 mètres carrés. Puis plus tard, ce sera donc à Annecy avec 850 mètres carrés. Ça a bien grandi. Aujourd'hui, le groupe français occupe la 9e place mondiale selon le baromètre annuel du cabinet Deloitte. En France, le groupe a cédé sa place de numéro 1 à Leclerc en termes de part de marché. Carrefour qui est présent dans plus de 30 pays avec plus de 12 000 magasins et des sites e-commerce. Il emploie plus de 380 000 collaborateurs dans le monde, dont 57% en Europe. Voilà pour un petit peu d'histoire, on va dire. Puis le Mont Blanc, encore au cœur de l'actualité. Et oui, avec un tweet de Jean-Marc Péex qui retweet, un tweet de Yann Rollet qui reparle qui est le fait qu'il y ait trop de monde sur le Mont Blanc. Et c'est en fait, il retweet sur un documentaire qui a été fait par un jeune Belge qui présentait son mémoire. Et donc, il a rencontré plein de gens sur le Mont Blanc. Il a notamment aussi expliqué que certains tours opérateurs vendaient des ascensions du Mont Blanc à des clients sans forcément leur dire que c'était compliqué, que oui, le Mont Blanc est dangereux, pour pouvoir vendre un petit peu ça. Donc c'est ce que dénoncent toutes ces personnes qui aiment le Mont Blanc. Je vous propose d'écouter un petit extrait de ce documentaire. Ou encore camping sauvage, il n'en fallait pas plus pour que les autorités prennent une décision radicale. Depuis 2013, 2 hommes du peloton de gendarmerie de haute montagne surveillent la voie normale du Mont Blanc. Du jamais vu en haute montagne. Ils rappellent l'interdiction du camping sauvage et dissuadent les alpinistes mal équipés, tout comme ceux qui tentent de passer la nuit au refuge du Goûter, 600 mètres plus haut, sans avoir réservé. Vous avez téléphoné au refuge? Non. Parce que là, il n'y a pas de place. Là. Nous dormirons dans la salle de... Non, vous ne pouvez pas. Vous pouvez pas. Normalement, ça, c'est pas prévu. C'est sur réservation. Il va vous faire payer le même prix que dans le refuge. Voilà, donc un extrait d'un documentaire qui dure 26 minutes. On vous mettra le lien YouTube sur Accès Direct pour regarder en dessus parce qu'effectivement, c'est quand même très intéressant. Ça risque de faire parler. Et ça risque de faire beaucoup parler, oui. Et puis toi, Seb, on continue dans la montagne avec une autre vidéo. Oui, on reste dans le Mont Blanc du côté de Chamonix. C'était des images que l'on a récupérées sur la page Facebook de la Chamonnière. On peut y voir une avalanche qui s'est déclenchée ce matin, juste sous l'aiguille du Midi. Je vous laisse regarder quelques images. On rappelle une nouvelle fois la plus grande vigilance pour tout le monde quand on va en montagne, notamment hors piste, puisque le risque d'avalanche est encore très marqué sur le massif du Mont Blanc. Surtout en ce moment avec tout ce qui est tombé. Voilà. Et puis on parle énergie propre. Oui, des centrales solaires coopératives pourraient voir le jour à Annecy
C'est en tout cas le souhait de ces deux hommes, d'un collectif qui s'est récemment mis en place. Le but de ce groupe de personnes est simple, installer des panneaux photovoltaïques sur les bâtiments publics afin de produire de l'énergie solaire. À l'origine de ce mouvement, donc François Dufournet et Bertrand Fivel de Morée, qui sont investis depuis longtemps dans le développement des énergies renouvelables. Mais avant de voir ce projet aboutir, il leur faudra convaincre la mairie d'Annecy, trouver au moins 4 bâtiments qui feraient office de site de production et trouver 400 000 € pour le financement de leur projet. Donc, affaire à suivre. Mais beau projet. Oui, très beau projet qu'il faut soutenir. Merci Pauline. Merci Seb, On se à retrouve tout tout à à l'heure. On va parler de l'actualité sportive du jour. C'est la fin de la Grande Odyssée et la victoire de Rémi Coste, avec qui je suis en ligne normalement. Rémi, bonsoir. Rémi, est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez? Par contre, je vous entends pas, on est en pleine remise des prix. Rémi, tout d'abord, félicitations. Tout simplement, votre réaction après cette victoire? Alors, on est en pleine remise des prix, donc j'ai un très mauvais contact, mais à la course, c'est très très bien passé. On a eu des très très bonnes conditions. Et on est très content du travail effectué pour remporter cette deuxième Grande Odyssée. C'est votre deuxième succès sur l'épreuve après 2016. Est-ce que ça a été plus simple ou plus compliqué que la précédente fois? Non, c'est toujours plus compliqué de le faire une deuxième fois parce qu'il faut se remotiver, il faut quand même se remettre en question. Et puis les autres attelages, ils progressent. Donc non, ça n'a pas été plus simple, mais par contre, le niveau de l'attelage a été exceptionnel. Qu'est-ce qui a été le plus dur pendant ces 10 étapes-là, pendant toute cette compétition? Ça a été les conditions qu'on a rencontrées, qui étaient très hivernales, avec beaucoup de neige, du vent, des chutes de neige régulières. Donc une grande odyssée assez difficile, mais vraiment très très belle. On imagine que vous êtes aussi très très satisfait du rendement de vos chiens qui ont performé? Oui, très satisfait du travail effectué depuis un an. On s'entraîne toute une année avec pour objectif principal la Grande Odyssée. Est-ce qu'il y a un moment précis dans cette épreuve que vous retenez de cette Grande Odyssée 2018? Il y a beaucoup de petits instants qui sont volés dans la course. Quand on rattrape un attelage, quand on assiste à un super coucher de soleil à travers les montagnes, ou comme aujourd'hui sur le plateau de Bessan, quand on monte à l'écho avec des mètres et des mètres de neige de partout, c'est vraiment magnifique. Merci beaucoup en tout cas Rémi, encore une fois félicitations, allez chercher votre trophée, à bientôt. Merci, au revoir. Allez, on passe à la première rubrique de cette émission, c'est l'invité du jour. Denis Auro, bonjour. Bonsoir. Vous êtes le directeur général de la Clean Tech Week, un événement qui aura lieu à Annecy, ici, à l'Hôtel Impérial, du 19 au 24 juin prochain. Avant toute chose, dites-nous simplement en quoi consiste cet événement. Alors, c'est le premier événement dédié aux innovations technologiques qui utilisent les énergies naturelles. Vous le savez, il existe des tas d'événements qui se consacrent au digital. Alors, la CES Las Vegas, Vivatech Paris. Mais il n'existe pas aujourd'hui d'événements dédiés aux innovations technologiques qui seront celles que nous allons utiliser demain. Les voitures, le déplacement, l'habitat, la nourriture, les usages, les modes de vie, tout ça, ça va être régi au XXIe siècle par des technologies qui vont utiliser énormément les énergies naturelles. Donc, on va rassembler pour la première fois en Europe et probablement au monde toutes ces technologies de façon transversale. Puisque aujourd'hui, il existe des salons de la voiture électrique, par exemple, où on n'a que des véhicules électriques. Il y en a un du côté de Val d'Isère. Tout à fait, exactement. Mais là, on va prendre aussi bien des véhicules que des maisons, que des usages, que des applications, etc., etc. Tout ce qui va régir notre mode de vie demain matin et qui va créer de la richesse, de l'emploi et qui aura un impact sur l'économie et sur l'environnement très inférieur aux technologies qu'on a aujourd'hui. En quoi cette nouvelle technologie dite verte représente l'avenir selon vous? Alors, elle représente l'avenir parce qu'on a absolument besoin de changer nos modes de vie et nos usages. On voit les problèmes de pollution, ce n'est pas la peine d'en reparler. Il faut donc qu'on ait des technologies beaucoup moins impactantes sur l'environnement. Et d'autre part, on voit aussi que nos économies ont besoin d'un petit coup de boost et un petit coup d'accélérateur. Et c'est Bertrand Piccard qui dit ça, il le dit très très bien. Ne soyons pas écologiques, mais soyons écologiques, c'est-à-dire soyons logiques avec l'économie. Des technologies vertes vont relancer l'économie et il est urgent de la relancer par ce biais-là.
Alors, au mois de juin, une centaine de startups sera présente à Annecy. Elles sont issues de quel secteur d'activité? Alors, on a des startups qui font par exemple des avions qui marchent uniquement avec du photovoltaïque et de la spiruline, des startups qui désalinisent l'eau uniquement avec la houle, d'autres qui purifient l'eau, d'autres qui font de l'électricité, d'autres qui travaillent sur le déplacement des populations, d'autres qui travaillent sur des petites applications intelligentes. Par exemple, on aura une petite application qui va vous donner, si vous partez de ici et que vous allez à New York, grande avenue à New York, eh bien, elle va vous donner tous les moyens de vous déplacer et votre empreinte carbone et le prix que ça va vous coûter et le temps que vous allez mettre. Donc, vous allez pouvoir choisir exactement, ça s'appelle The Trip, vous allez pouvoir choisir exactement l'empreinte carbone la plus faible comparée au prix et au temps que vous allez mettre. Bon, des choses comme ça, on en a déjà 50 et on en aura 100 au mois de juin. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, je rappelle que vous êtes l'ancien directeur de course du Vendée Globe, célèbre course au large. Qu'est-ce qui vous a séduit dans ce projet de Clean Week? J'ai quitté le Vendée Globe parce que j'y ai passé 27 ans et parce que j'ai trouvé dans le Vendée Globe et dans d'autres aspects de ma vie professionnelle que les technologies n'allaient pas assez vite, que les technologies existent, mais elles n'arrivent pas dans le domaine du public. Donc, il faut en faire la promotion. Et quand j'ai quitté le Vendée Globe, je me suis dit, je vais faire quelque chose qui sera utile, qui sera intelligent, international et qui va ouvrir l'esprit de tout le monde. Et c'est pour ça que j'ai créé avec le groupe de notre association le 5e élément, qui est domicilié à Passy, en Haute-Savoie. On a créé le concept de l'International Clean Tech Week pour répondre à ces impératifs. C'est pour ça que j'ai quitté le domaine des bateaux à voile et que je me suis lancé avec une équipe de 20 personnes absolument formidables dans la grande aventure des clean tech de demain. J'ai lu dans une interview que votre ambition, à terme, c'est de faire de la Clean Tech Week le CES des technologies innovantes vertes. On rappelle, vous l'avez évoqué, hein, le CES, c'est le plus grand salon consacré à l'innovation technologique Oui. en électronique. C'est un objectif ambitieux? Oui, vous savez très bien que quand on se lance dans une aventure aussi incroyable que celle-là, parce que c'est une aventure absolument d'une intensité incroyable, c'est comme de se lancer dans le Vendée Globe, c'est à peu près pareil, hein, en intensité. Il faut toujours se fixer un objectif que vous n'allez peut-être pas atteindre tout de suite, mais ce qui est important, c'est que la fusée que vous allez créer soit dans le bon axe, que sa trajectoire soit exactement là où vous voulez qu'elle aille. Après ça, à terme, on veut faire de cette International Clean Tech Week à Annecy, en Haute-Savoie et en région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est très important. On veut en faire l'équivalent à terme du CES de Las Vegas. Ça va prendre un certain temps, mais notre ambition est absolument intense. Et l'idée, c'est vraiment de l'organiser de façon pérenne, annuelle, ici à Annecy, avec l'aide des collectivités territoriales qui nous aident énormément, hein. On a une convention avec la région Auvergne-Rhône-Alpes qui est très active sur ces thèmes-là. On travaille sur un partenariat avec le département de la Haute-Savoie et on a un accord avec la ville d'Annecy. Et il faut absolument que tout cet écosystème remarquable, extraordinaire, se mobilise autour de notre idée pour en faire le CES, le Festival des innovations, ici à Annecy, qui sera la référence mondiale. C'est ça l'objectif. Pourquoi Annecy, tout simplement? Je viens de le dire parce que la région est une région extraordinairement active dans le domaine, d'une part. D'autre part, parce que la Haute-Savoie investit énormément dans les ENR et a une vision sur le monde de demain. Et Annecy est une ville internationale qui est au centre, je dirais, des problématiques et des préoccupations. Et il nous semble que l'écosystème entre Lyon, Grenoble, Savoie Technolac et Annecy, qui est la ville emblématique des ENR, nous semble être le meilleur en France. Un mot pour terminer sur le programme de ces 6 jours. Qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver lors de ce festival, de ce salon? Alors, on rassemble des startups, des universités. Par exemple, on travaille avec l'université de Savoie-Mont-Blanc et avec Grenoble École de Management. Le grand public, les médias, vous êtes le bienvenu bien sûr chez nous, et on va faire bouillir la marmite de l'innovation. Donc, exposition, test grandeur nature des innovations, conférences de haut niveau, rencontres, réseautage, ateliers business, investisseurs, industriels, start-up. Il faut qu'on crée des contrats, qu'on signe des contrats, qu'on lance la machine économique autour de ces clean tech. Et ça se passera tout ça ici, 19-24 juin 2018, parc Charles Besson, juste à côté de l'Imperial Palace. Parfait, vous avez tout dit.
Merci beaucoup, Denis Hérault. Merci beaucoup. Bonne continuation. Merci. À bientôt. Allez, on reste dans les problématiques environnementales avec mes deux nouveaux invités. Je vous invite à vous installer sur ce canapé. Rémi Counil, le directeur de l'Office de tourisme de La Plagne, et Claude Schneider, nivologue. Bonsoir, Bonjour. messieurs. Bonsoir. Donc, je le disais en introduction, La Plagne organise vendredi et samedi les 13e rencontres climat, météo, montagne. En quelques mots, en quoi cela consiste? Eh ben, vendredi, samedi, pendant 2 jours, on va recevoir ces rencontres météo. Donc, c'est un voyage de presse, en fait, de journalistes spécialisés en météo, présentateurs météo, journalistes météo, qui viennent pendant 2 jours à La Plagne pour rencontrer les professionnels de la montagne, des scientifiques aussi, et toutes les professions de la montagne, en fait, qui vivent au quotidien de ces informations météo pour les sensibiliser sur le besoin de précision et sur l'utilisation qu'on fait au quotidien, en fait, dans les métiers de la montagne, le besoin, en fait, de précision de ces informations météo. Alors, ces rencontres sont organisées pour la 2e année consécutive à La Plagne. Qu'est-ce que ça représente pour vous, l'opportunité d'organiser un tel événement? Alors, c'est une fierté, déjà, parce que La Plagne regroupe des professionnels de la montagne, des différentes stations alentours, etc., ce qui nous permet de regrouper la corporation montagnarde, en fait, pendant 2 jours sur La Plagne. Donc, quelque part, c'est une fierté et aussi, c'est un plaisir, parce que ce sont des gens avec qui on travaille au quotidien, donc c'est des liens d'amitié aussi qui se créent avec ces journalistes, avec ces professionnels. Donc voilà, un mélange de fierté et de plaisir que d'organiser ces rencontres météo. Claude Schneider, vous êtes nivologue. Qu'est-ce que vous attendez, vous, de ces 2 jours en tant que professionnel de la montagne? Eh bien, on attend pas mal de choses, hein, parce qu'il y a quand même des intervenants de haut niveau. Hein. On a pas mal de sujets sur les tempêtes. Est-ce que les phénomènes extrêmes vont s'intensifier, s'amplifier? Et nous, on est un petit peu leurs yeux sur le terrain, et donc on attend un petit peu en retour ce que eux peuvent nous apporter. Avec les nombreux changements climatiques qui touchent la planète depuis maintenant quelques années, j'imagine que ce genre de rencontres, de thématiques, ça prend encore plus de sens. Ah bah oui, bien sûr. Hein. Moi, ça fait 30 ans maintenant que je suis à La Plagne, que je fais des relevés, et on commence à avoir des petites tendances, mais 30 ans, c'est très court. Et donc, pour nous, c'est pas ce qu'il nous faut. Hein. On a besoin de voir un peu plus loin, et on attend beaucoup de choses de ces rencontres-là. Rémi, j'ai noté au programme plusieurs conférences débats, la neige naturelle, neige de culture, comment chaque station doit-elle construire son domaine skiable, la communication sur l'enneigement. Ce sont des thématiques qui intéressent aujourd'hui le monde de la montagne. Aujourd'hui, c'est le cœur de nos métiers en montagne. Donc ces conférences seront vraiment diverses hein, sur tous les thèmes qu'on a pu aborder. Ces conférences sont présentées par Patrice Drevet, qui est avec nous pendant ces 2 jours. Et tout est organisé en collaboration avec Christian Reverbel, qui travaille avec nous sur l'organisation. Toutes ces problématiques, oui, sont au cœur en fait, du besoin d'information qu'on a au quotidien justement sur les métiers de la montagne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on n'a pas assez d'informations, pas assez à cet accès à l'information par rapport au monde de la montagne? On travaille pour favoriser les accès, on le voit justement avec les nouveaux modes de communication qu'on peut avoir, et surtout l'intérêt est de sensibiliser en fait les journalistes sur comment faire passer le message en fait sur les besoins, sur l'application concrète et opérationnelle de l'utilisation de cette information. Vous qui êtes nivologue, posez une question directe. Est-ce que vous êtes inquiet pour l'avenir de la montagne? Alors oui, bien sûr, hein, ouais, je suis inquiet parce que ces dernières années, on a eu un petit peu moins de neige. Alors là, c'est pas le cas cette année, hein, puisqu'on est dans une excellente année, on a battu tous les records. Oui, je suis inquiet. Je suis inquiet parce que les glaciers diminuent, on le voit chez nous. Il n'y a plus assez de neige l'hiver pour que le glacier puisse manger assez de neige et rester aussi grand qu'il est. Donc oui, je suis inquiet. Alors, vous pouvez être inquiet par rapport aux conditions d'enneigement, mais aussi vu par rapport au comportement humain. On a vu tout à l'heure en introduction, en début d'émission, une petite vidéo avec le Mont Blanc. Ça aussi, il faut arriver à faire entrer dans les mœurs. Oui, bien sûr. Alors, on y travaille, on essaye de faire passer de l'information, comme l'a dit Rémi. Nous, notre message, c'est d'essayer de faire passer le maximum d'informations. Maintenant, faut-il encore que les gens la reçoivent correctement et l'interprètent correctement aussi. Et lorsqu'on fait passer des messages de sécurité, eh bien, il suffit de rester humble face à la nature et de nous écouter, ce qui n'est pas toujours le cas, malheureusement. Alors, vous l'avez dit, les glaciers
baisse. Oui. On a eu les chiffres de l'année 2017 qui fait partie des années les plus chaudes, hein, de ce qui a jamais été arrivé. Ce sont malheureusement, enfin, finalement, cette année 2017, on peut dire que les glaciers ont moins souffert que prévu, en tout cas. Est-ce que ce sont des données qui ont matière à vous rassurer? Non, parce que il faut regarder ça à une autre échelle, hein. Une année ne suffit pas. Et cette année qui est extrêmement bien enneigée actuellement, c'est très bien, mais ça ne suffira pas. Il faudrait plusieurs années. C'est à longue échelle qu'on peut voir ce comportement-là. Et à longue échelle, on remarque que les températures augmentent, que les glaciers diminuent. Et pour l'instant, on n'arrive pas à inverser le phénomène. Rémi, le grand témoin de cette édition 2018, Audrey Pulvar, la présidente de la Fondation pour la Nature et l'Homme, une fondation créée par Nicolas Hulot. C'est un choix qui n'est pas dû au hasard? C'est pas dû au hasard, c'est une belle notoriété, c'est un soutien qu'elle apporte à l'événement, un plaisir de la recevoir sur la Plagne. Aujourd'hui, c'est une vraie problématique qui est au cœur de nos préoccupations, justement, la nature, l'homme, la montagne, la météo. Donc bien évidemment, c'est un témoin important de ces rencontres météo. Et comme chaque année, il y aura une portée humanitaire avec l'ONG Les Puits du Désert. C'est ça. En fait, l'idée est de pouvoir recycler des pompes d'enneigeurs qui arrivent en fin de vie, en fin d'utilisation, en tout cas sur nos stations en montagne, et de pouvoir les proposer pour créer justement des puits, des pompes dans les pays qui en ont besoin. Merci beaucoup, messieurs. On rappelle donc vendredi 25, samedi 26 à la Plagne. Où exactement est-ce que ça va se passer à la Plagne? À Plagne Centre, dans la salle de conférence et de cinéma de Plagne Centre. Donc vendredi matin, samedi matin. Si vous êtes professionnel de la montagne ou bien simple visiteur curieux de découvrir ces conférences, on vous accueillera avec plaisir. Merci beaucoup, messieurs. Je vous invite à rejoindre la régie. Merci. Et pour aller jusqu'à la fin de cette émission, on va parler, c'est la rubrique On en parle. Alors, je reçois Marie Sarda-Larsson. Bonjour. Bonjour, bonsoir. Qui n'est pas venue les mains vides, avec une petite idée cadeau, même si les fêtes sont terminées. Marie, vous êtes la créatrice du sac à cuisiner. Oui, tout à fait. Qu'est-ce qui se cache derrière ce drôle de nom? Le sac à cuisiner, en fait, c'est un sac d'ingrédients avec les fiches recettes livrées à domicile, donc livrées sur le bassin arnécien, Thônes et Faverges. Donc j'ai créé cette société il y a 2 ans. En fait, c'est vraiment parti d'un besoin personnel. Maman de 3 enfants, cuisinière de maman, toujours travaillé à plein temps. Quand on rentre le soir. Voilà, le casse-tête, qu'est-ce qu'on va manger ce soir? Et la corvée des courses, bien sûr, quand on travaille à plein temps, le temps manque pour faire tout ça. Donc, en déjeunant avec une amie suédoise, un jour d'été, je faisais part de mon ras-le-bol de trouver de quoi manger et de faire les courses, etc. Et j'ai dit, si on avait un sac avec tout dedans, avec les fiches recettes et les ingrédients, ça aurait été super top. C'est un concept qui est très présent dans votre pays d'origine, la Suède. C'est ça, exactement. Donc c'est ce qu'elle a dit. Ça existe, ce que tu dis là, Marie, en Suède. Donc moi, je suis allée étudier en fait le concept en Suède. J'ai commandé mes premiers sacs à cuisiner en Suède dans ma famille là-bas et c'est comme ça j'ai mis sur pied en fait le concept sur Annecy. Comment est-ce que ça se passe concrètement? Donc j'ai un site internet, lesacacuisiner.com. Donc mes clients commandent sur le site internet en créant un compte. On commande en ligne donc le sac classique, par exemple pour 2, 4 et 6 personnes. Il y a toujours 4 recettes, donc les ingrédients pour 4 recettes. Donc un plat de viande, un plat de poisson, un plat végétarien. Et après, ça peut être une soupe, quiche, salade, suivant la saison. Donc en gros, quand on rentre chez soi, quand on a récupéré le sac, on ouvre le sac, il y a les ingrédients, voilà. On n'a plus qu'à cuisiner, à suivre la recette et à cuisiner. Exactement, on commande le vendredi avant midi pour une livraison le mardi suivant. Donc je livre sur tout le bassin arnécien, Thônes et Faverges, entre 17h et 21h le mardi soir. Donc c'est vous qui élaborez les recettes? Oui. D'où est-ce qu'elles viennent? De vos inspirations? De ce que vous avez pu tester? Voilà, je pioche à droite, à gauche, dans les livres de cuisine, dans les magazines. Je teste bien sûr les recettes. Donc c'est toujours des recettes originales, faciles à faire. Justement, j'allais vous demander, est-ce que ce sont des recettes faciles ou est-ce qu'il faut être un grand chef? Non, on peut... bien sûr, il faut aimer cuisiner, mais quand tout est vraiment sous la main, ça devient vraiment ludique.
Et ça peut être pédagogique aussi pour les enfants, puisque quand on reçoit le sac, plein d'ingrédients avec les fiches recettes. Oui, on sait que les enfants, ils aiment voilà, ils plongent la tête dedans et vraiment, ils découvrent les légumes et les fiches recettes. Qu'est-ce que vous nous avez amené comme recette là? Donc là, pour nous donner un petit, pour nous faire saliver. Là, cette semaine, il y avait donc la pizza, la viande hachée au poivron grillé. Il y avait aussi quinoa aux crevettes et au curry. Il y avait le plat végétarien, riz sauté aux légumes façon asiatique et une soupe veloutée, potimarron et saucisse de morteau. Et le petit plus que j'ai noté sur votre site, c'est qu'en plus, les recettes changent d'une semaine à l'autre. Voilà, c'est-à-dire que sur mon site, j'ai 2 à 3 semaines visibles. Voilà, donc on peut commander soit une semaine, 2 semaines ou 3 semaines, vraiment à son rythme. Aujourd'hui, il n'y a pas d'abonnement, mais ça va venir. Donc aujourd'hui, c'est à l'achat unique. Donc vraiment, j'ai des clients qui commandent depuis le début, depuis 2 ans, toutes les semaines, et puis d'autres qui commandent Plus épisodique. voilà, une fois par mois ou de temps en temps. Alors vous proposez des sacs dits classiques, mais aussi des sacs sans gluten et des sacs végétariens. Oui, c'est tout à pourquoi? fait. Pour s'adapter à la clientèle? Oui, tout à fait. Aux tendances. Donc, tendance, bon, c'est le sac classique qui marche le mieux. J'ai également mis en place des sacs de fruits et des sacs de fromage. J'ai pensé au dessert. Voilà, c'est ça. Donc ça fait vraiment un repas équilibré, varié et donc qui change toutes les semaines. Qu'est-ce que vous nous avez amené dans le sac? Il y a quelques légumes? Donc quelques légumes, bien sûr, le potimarron donc pour la soupe. Voilà. Et puis, je prédose bien sûr le quinoa, par exemple, dans des petites boîtes. Vos produits, ils viennent d'où? Circuit court, j'imagine, produits biologiques? Voilà, donc j'essaye de travailler avec des producteurs ou des fournisseurs locaux. Traiteur boucherie Viret pour la viande, poissonnerie de l'Océan au Pommery pour le poisson. Un petit primeur qui s'appelle Fraise et Basilic. Le Sevrier? Au Sevrier, tout à fait. Le fromage vient de Farto à Thônes, c'est une coopérative à Thônes. Et puis Alpina pour les pâtes. Donc c'est vrai que l'hiver, il y a des produits qui viennent d'ailleurs, puisque Forcément. on aime bien manger varié aussi. Mais j'ai privilégié en fait des fournisseurs locaux, oui. Une dernière chose avant de se quitter, combien ça coûte tout ça? Donc le sac pour 2 personnes, 4 repas, c'est 59 €. Pour 4 personnes, 4 repas toujours, 89. Rendez-vous donc sur votre site si vous êtes intéressé. Avec, Merci beaucoup avec en tout grand cas plaisir. Marie et Merci beaucoup. très bonne continuation. Je reprends mon Vous petit pourrez nom. tout reprendre. On prend la direction de Morillon à présent avec notre traditionnelle webcam. Vous pouvez le voir sur ces images qui vont pas tarder à arriver, que le soleil était au rendez-vous ce mercredi. Et on va en parler avec David Merzougui, chargé de communication de l'Office de tourisme de Morillon. David, bonsoir. Bonsoir. Alors je disais donc, on a vu sur les webcams beaucoup de soleil. On rappelle, hein, vous n'avez pas été épargné par la tempête et les récentes intempéries. Tout ça, c'est derrière vous. Oui, tout ça c'est derrière. Tout ça c'est derrière. Et aujourd'hui, on regarde devant avec des chutes de neige en altitude qui font le bonheur des skieurs aujourd'hui. Alors on a pu voir que le soleil était de la partie. Quelles sont les conditions d'enneigement pour les jours à venir? Pour les jours à venir, des chutes de neige sont annoncées dès vendredi, avec des chutes relativement basses, jusqu'à 700 mètres, c'est-à-dire l'altitude du village de Morillon. Aujourd'hui, on connaît un enneigement qui est très bien, avec un peu plus de 50 cm à Morillon 1100, plus de 3 mètres à 2100 mètres d'altitude, et au sommet du domaine skiable du Grand Massif, on est à largement plus de 4 mètres. Donc on a un joli hiver. Et au niveau de l'ouverture des pistes, des remontées mécaniques sur le domaine skiable, tout se passe bien? Aujourd'hui, l'ensemble des liaisons étaient ouvertes. Oui, ça se passe bien. Les pistes sont en excellentes conditions. Nos amis du domaine skiable font un superbe travail. On préconise de rester sur les pistes, bien entendu, au regard des conditions, des risques d'avalanche que l'on connaît sur le domaine actuellement. Mais d'une manière générale, en montagne, avec les chutes de neige que l'on a connues ces jours-ci, soyons prudents, restons sur les pistes. Merci beaucoup David, très très bonne fin de saison, merci.
Je vous en prie, bonne soirée à tous. Bonne Au soirée. revoir. Pauline, tu es de retour pour nous annoncer les titres du JT. Hier, j'avais un peu de retard, oui, c'est bon. Alors, ce soir au programme, on reparle des nouvelles règles de stationnement, mais cette fois du côté d'Albertville. Et des bonnes nouvelles pour les habitants d'Albertville, puisqu'ils n'auront plus à payer le stationnement en centre-ville. Désormais, ce sera un disque bleu, 1 heure pour l'hypercentre, 2 heures pour le reste de la ville. Une nouvelle qui réjouit les habitants et bien évidemment aussi les commerçants, puisque le maire veut redynamiser le centre-ville. On a parlé du Lyon-Turin hier sur ce plateau avec mes invités du collectif Notre-Dame-des-Landes. Cette fois-ci, du côté... Louis Besson, pardon. Louis Besson. Louis Besson, Fanette de Buisson a rencontré Louis Besson, fervent défenseur du Lyon-Turin. C'est ça, tu l'as dit, Notre-Dame-des-Landes à l'aéroport a été annulé. Du coup, forcément, le dossier du Lyon-Turin, l'annulation ou pas, revient sur la table. Louis Besson a rencontré Fanette de Buisson a rencontré Louis Besson plutôt. Et il nous dit que lui, il faut que ce projet se fasse. C'est son leitmotiv. Merci beaucoup, Pauline. On te retrouve tout de suite après cette émission. C'est fini pour ce soir. Merci à vous pour votre fidélité à nos programmes. Merci à toute l'équipe en régie. Je vous retrouve demain jeudi pour un nouveau numéro d'Accès Direct. On parlera notamment de décolletage et de l'économie des stations. Très très bonne soirée sur 8 Mont Blanc.